Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci également aux gens qui nous regardent depuis YouTube sur Internet. Aujourd'hui, Margot et moi-même, pour ces rendez-vous de l'actualité du 13 septembre 2016, allons essayer de répondre à cette question. Le coût de la nouvelle convention médicale est-il justifié? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitions vous faire une petite introduction pour vous parler un peu de ce que recouvre la vie conventionnelle médicale, à travers un petit historique retraçant les fondements de cette convention. Alors, il faut savoir que la première convention médicale nationale a été conclue par la loi du 3 juillet 1971 sur les bases des conventions départementales qui préexistaient déjà depuis 1945. Cette convention, premièrement, rappelle les principes fondateurs de la médecine libérale en France, qui sont les suivants: la liberté de choix du médecin, la liberté de prescription, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires et la liberté d'installation. Deuxièmement, cette convention avait pour objectif de régler le cadre conventionnel des relations entre l'assurance maladie et les professionnels de santé par l'intermédiaire de leurs syndicats représentatifs. Les syndicats représentatifs sont aujourd'hui au nombre de 5, qui sont le CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, la FMF, la Fédération médicale de France, le SML, syndicat des médecins libéraux, MG France pour les médecins généralistes et le Bloc pour les chirurgiens. Donc ces syndicats ont à charge de négocier avec l'UNCAM, représenté par le directeur de l'ACNAM, et l'UNOCAM, qui représente les organismes complémentaires, une convention médicale tous les 5 ans. Quels sont les effets concrets de ce conventionnement pour les médecins et les effets concrets également pour les patients? Alors, le conventionnement peut être effectué en 2 catégories. Donc un médecin conventionné peut se conventionner en secteur 1 ou en secteur 2. La différence principale étant que les médecins de secteur 1 s'engagent à pratiquer les tarifs opposables négociés lors de ces conventions, sans dépassement d'honoraires, hormis cas de figure très exceptionnels. Alors que les médecins conventionnés en secteur 2 ont, eux, la possibilité de faire de pratiquer des dépassements d'honoraires, bien qu'ils soient remboursés sur les tarifs de base de la sécurité sociale. En termes de volumétrie, fin 2014, on estimait le nombre de médecins conventionnés en secteur 1 à peu près 117 000, contre 54 000 à peu près pour les médecins conventionnés en secteur 2. Il ne faut pas oublier une troisième catégorie de médecins qui existe également, même si elle est très peu représentée. Ce sont les médecins non conventionnés, qui sont un peu plus de 1000 en 2014, et dont la majorité sont représentés par des médecins généralistes. Donc, le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est la dernière convention médicale qui a été signée en 2016 pour la période 2016-2021. Cette convention a représenté un investissement de 1,3 milliard d'euros, dont plus de 1 milliard d'euros pour l'assurance maladie, alors que la précédente convention de 2011 avait coûté 663,6 millions d'euros. D'où la question qui nous occupe: le coût de la nouvelle convention médicale est-il justifié? Alors, pour tenter de répondre à cette question, Margot et moi allons faire un plan en 2 parties, avec une première partie relativement descriptive, censée vous expliquer quelles ont été les négociations, comment elles se sont menées, et surtout à quoi elles ont abouti, quelles sont les principales dispositions de cette convention. Et dans un deuxième temps, Margot tentera de répondre à cette question: est-ce que le coût est justifié au regard des améliorations attendues? Donc, pour la première partie, avant de rentrer directement dans la description des articles principaux de cette convention, nous souhaitions aborder un thème intéressant qui est les objectifs et les enjeux initiaux des différents acteurs préalablement à cette négociation. Alors, comme on le sait à peu près tous, les médecins étaient très en attente de cette convention et avaient de très fortes revendications. En effet, ils étaient très critiques vis-à-vis de pas mal de systèmes qui avaient été mis en œuvre lors des précédentes conventions, comme par exemple la rémunération sur objectifs de santé publique, donc la ROSP, et le contrat d'accès aux soins, pour lesquels il n'y avait pas eu un grand engouement parmi les médecins. Leur objectif était donc triple: restructuration des modes de paiement, juste valorisation des tarifs opposables et régulation de la partie libre des honoraires. Il faut savoir que l'état d'esprit général de ces syndicats était qu'ils trouvaient que la médecine actuelle était trop hospitalo-centrée, et ils cherchent également à rendre les meilleurs soins accessibles à tous. De son côté, l'UNCAM était dans un contexte délicat, que nous allons vous expliciter, mais avait des objectifs très clairs au préalable de cette négociation. Le contexte était double, avec un cycle politique des élections présidentielles très proches qui peuvent, on le sait, marquer les négociations dans leur déroulement. Et enfin, un objectif que nous connaissons tous et qui nous occupe actuellement, c'est bien la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Nicolas Revel préalablement à la négociation que les attentes sont très importantes du côté des médecins comme des patients, et que nous attendons la refonte de la convention médicale dans un objectif unique: la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Aussi,
Pour servir ces enjeux, les objectifs de l'assurance maladie étaient au nombre de 4. Accompagner les médecins dans la mise en place d'organisations nouvelles, valoriser la qualité des pratiques médicales en révisant la rémunération des objectifs de santé publique, et particulièrement les actes utiles, renforcer les actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé, et bien entendu garantir un meilleur accès aux soins pour tous. Comme on peut le voir, des objectifs qui étaient très larges, mais en toile de fond, on sentait bien que le point d'achoppement et la négociation porteraient principalement sur la revalorisation des tarifs, qui était une demande très forte des médecins depuis de nombreuses années. Aussi, au regard de ces enjeux tantôt proches, tantôt divergents entre les deux parties tenantes de la négociation, l'obtention de la signature de cette convention se fit de haute lutte. En effet, la signature n'a été validée que lors de la dernière journée par le syndicat FMF, portant le nombre de syndicats signataires à 3 sur les 5 qui sont représentatifs, permettant du même coup à la convention de s'appliquer. Le suspense fut haletant. Finalement, elle a été signée. Donc cette convention est constituée de 90 articles que nous allons essayer de brosser avec vous en se concentrant sur les principaux. Alors le principal, on en a déjà un peu parlé, c'est la revalorisation de la consultation de base. En effet, la consultation de base est donc revalorisée de 23 à 25 euros par le biais de la création d'une majoration appelée MMG qui est accessible seulement aux médecins pratiquant les tarifs opposables. Cette consultation servira de socle à une nouvelle grille tarifaire à 4 niveaux que vous pouvez voir sur la pyramide ci présente. Donc, comme on vient de dire, une réévaluation de la consultation de base à 25 euros dès le 1er mai 2017, suivie par une revalorisation des consultations coordonnées à 30 euros au mois de juillet 2017, et pour finir en novembre 2017 par une revalorisation des actes complexes à 46 euros et des actes très complexes à 60 euros. Ces articles sont effectivement les articles qui ont été le plus médiatisés, mais il y existe également de nouvelles revalorisations qui ont été prévues. Par exemple, une majoration a été créée pour les médecins spécialistes qui reçoivent un patient envoyé par un médecin traitant en urgence sous les 48 heures. Le médecin traitant pourra coter une majoration de 5 euros, là où le médecin spécialiste pourra coter une majoration de 15 euros. Une revalorisation qui a également fait parler d'elle, c'est la MEG, majoration enfant généraliste. Pour les médecins généralistes qui font une consultation pour un enfant de moins de 6 ans, ils pourront bénéficier d'une majoration de 5 euros. Donc voilà pour la partie revalorisation tarifaire qui représente le socle un peu de cette nouvelle convention. Mais il existe également tout un tas de nouveaux articles et de nouvelles aides, je dirais, aux professionnels de santé, censés porter une nouvelle pratique de la médecine. Premièrement, on peut citer le forfait structure. C'est un forfait servi et créé à partir de 2017 aux médecins censé leur permettre d'équiper mieux leur cabinet afin de répondre aux exigences de l'assurance maladie en termes d'échanges entre nous. Ce forfait pourra atteindre un montant de 4 620 euros en 2019 et il sera réparti en 2 enveloppes. Une enveloppe de 60% du montant global qui sera attribuée en fonction de prérequis techniques, à savoir par exemple l'obligation pour le médecin de télétransmettre plus de 2 tiers de ses feuilles de soins ou encore d'être à jour de sa version de Sésame Vital. Deuxième enveloppe de 40% de la somme, censée valoriser les services supplémentaires que peuvent apporter les professionnels de santé, comme par exemple le codage des données patientèles. En plus du forfait structure, on voit apparaître la création d'un forfait patientèle médecin traitant, qui est censé remplacer tout un tas de majorations existantes préalablement, tel le suivi des patients en ALD ou alors le suivi des autres patients. Ce forfait patient médecin traitant est estimé par l'assurance maladie à environ 15 000 euros par an en moyenne par médecin dès 2018. Son montant sera indexé sur 3 critères concernant la patientèle traitée par le médecin en question, à savoir l'âge de la patientèle, leur pathologie et leur précarité. Ce qui est intéressant avec ce nouveau forfait, c'est que les mutuelles pourraient être amenées à être l'organisme en charge de rembourser, de payer ces forfaits. Ensuite, autre demande très forte des médecins, tout ce qui concerne la ROSP. Alors la ROSP a été entièrement repensée et réaménagée autour de 3 nouveaux grands volets, qui sont le volet efficience, le volet suivi des pathologies chroniques et le volet prévention. Le volet suivi des pathologies chroniques prend en compte par exemple un nouvel indicateur concernant le suivi des patients diabétiques. La prévention fait la part belle également à tout ce qui est dépistage des cancers avec l'intégration du suivi du dépistage du cancer colorectal.
Cette ROSP pour les médecins généralistes est calculée sur une base de 1000 points. 1000 points, sachant que la valeur du point est de 7 euros, ça fait donc un revenu maximum annuel pour un médecin remplissant l'ensemble des objectifs de 7000 euros. Il faut savoir également que cette ROSP sera étendue aux endocrinologues dès la fin 2016. Ensuite, tout un tas d'autres mesures un peu plus techniques et un peu plus ciblées, comme par exemple pour les chirurgiens et les obstétriciens, tout ce qui concerne les actes techniques. Les chirurgiens et les obstétriciens qui sont représentés par le bloc lors des négociations, donc ont également des articles qui leur sont réservés. Ainsi, pour les actes techniques côté modificateur K, par exemple pour les chirurgiens et les obstétriciens, une revalorisation de 7 à 20% a été négociée, ainsi que l'extension du nombre d'actes éligibles à ce modificateur. Ensuite, un axe fort également de cette nouvelle convention qui était très structurant et relativement technique, ce sont les nouvelles options de maîtrise tarifaire qui vont remplacer le contrat d'accès aux soins avec un objectif affiché de convaincre deux fois plus de médecins qu'à l'heure actuelle, sachant qu'à l'heure actuelle, le nombre de médecins signataires du contrat d'accès aux soins est d'environ 11 000. Il sera divisé en deux parties, avec un Optam CO pour les chirurgiens obstétriciens et un Optam classique pour l'ensemble des spécialités. L'objectif est bien entendu de favoriser l'utilisation des tarifs opposables et de limiter par ce fait le reste à charge pour les assurés. En adhérant, les praticiens s'engagent donc à ne pas augmenter leurs pratiques tarifaires et à respecter un taux de dépassement moyen qui ne peut excéder 100% du tarif de sécurité sociale, et également à pratiquer un taux d'acte sans dépassement, fixé par la convention, enfin par le contrat. Pardon. Une chose intéressante rajoutée dans ces Optam par rapport au contrat d'accès aux soins, c'est la possibilité d'y adhérer tout en ne remplissant pas l'ensemble des prérequis. Ce côté dégressif permet d'attirer des médecins qui ne correspondraient pas entièrement, mais qui auraient quand même certains aspects intéressants dans leur pratique, et permet effectivement d'éviter le tout ou rien. Enfin, un point important pour l'assurance maladie, mais également pour les patients, c'est la démographie médicale. Effectivement, on est tous au courant qu'il existe beaucoup de déserts médicaux, et l'assurance maladie cherche à lutter activement contre cet état de fait. De ce fait, elle a proposé dans le cadre de cette convention 4 nouveaux dispositifs censés aider à l'installation en zone rurale sous-dotée. Par exemple, un nouveau dispositif d'aide à l'installation de 50 000 euros versé en 2 fois est prévu pour les médecins s'installant en zone sous-dotée pour une durée de 3 ans et en groupe. Une aide également aux médecins de plus de 60 ans qui forment un successeur pour les remplacer. Également une aide aux médecins déjà installés aux zones sous-dotées de 500 euros par an pendant 3 ans. Et enfin, une aide aux médecins allant faire des vacations en zone sous-dotée. Dernière partie, la protection sociale des médecins est renforcée. En effet, leur cotisation assurance vieillesse sera assurée aux 2/3 toujours par l'assurance maladie, et également une protection maternelle infantile pour les femmes médecins est en cours d'étude. Donc, pour rappel, cette convention a donc coûté 1,3 milliard d'euros, ce qui peut poser beaucoup de questionnements étant donné le coût de la précédente convention. Et Margot tentera donc de vous répondre à cette question. Le coût est-il justifié au regard des améliorations attendues? Oui, donc on peut voir que le coût de cette convention est quand même important, quasiment à peu près le double de la précédente. Et on peut se demander si c'est à la hauteur des objectifs qui ont été fixés. La première conséquence immédiate va être pour les finances publiques, c'est-à-dire que a priori le taux d'Ondam va être difficile à respecter. La loi de programmation des finances publiques avait fixé pour 2017 un taux de 1,75% pour l'Ondam, tout comme pour 2016. Et avec les revalorisations tarifaires, mais aussi par exemple la prise en charge de certains médicaments comme le traitement pour l'hépatite C ou encore la potentielle indemnisation des victimes de la dépakine, il semble compliqué de respecter ce taux de 1,75%. Le gouvernement, d'ici la mi-septembre, devrait le réévaluer et il se pourrait que ce taux soit relevé à 2, voire 2,2%. Outre la question de l'Ondam, on peut néanmoins se demander si cette dépense en milliards, 1,3 milliard, n'était pas nécessaire du point de vue des revendications des médecins, parce que les pratiques et la sociologie des médecins a changé. La profession s'est beaucoup féminisée, et en outre, les médecins n'ont plus envie de pratiquer comme avant, en solitaire. Ils n'ont plus forcément autant envie de s'installer en profession libérale qu'auparavant, et ils n'ont plus envie de travailler 60 heures par semaine. Ainsi,
les justifications de l'augmentation de la consultation peuvent venir de ça également. C'est-à-dire que comme les médecins ont tendance à travailler moins, il faut mécaniquement que les consultations soient aussi un peu plus valorisées. En outre, si on compare avec leurs confrères des autres pays européens, notamment des pays avec un niveau de vie similaire au nôtre, on se rend compte que les médecins généralistes sont globalement moins bien payés que, par exemple, leurs confrères allemands ou danois. Alors, ces chiffres que vous voyez, qui sont des chiffres de l'OCDE, sont à prendre avec un peu de recul parce que les données qui sont calculées ne sont pas exactement les mêmes d'un pays à un autre. Cependant, la plupart des études tendent à montrer que les médecins généralistes en France sont un peu moins payés que leurs confrères. Néanmoins, la consultation, une fois tous les avantages calculés, ajoutés, n'est pas de 23 € mais plutôt de 31 €. Donc on va voir maintenant ces autres rémunérations qui viennent compléter la rémunération des médecins. Concernant la rémunération sur objectif de santé publique, elle a représenté une rémunération complémentaire de 6 756 € en moyenne en 2015 pour les médecins généralistes. Et son coût total est en augmentation constante puisqu'elle représentait 270 millions d'euros en 2013 contre 381 millions d'euros en 2015. Donc il y a eu une hausse assez significative, un certain succès pour cette ROSP. Le problème de la ROSP, c'est qu'elle est souvent accusée de générer des effets d'aubaine parce qu'elle valorise des pratiques et des prises en charge qui finalement étaient déjà réalisées par la plupart des praticiens, comme par exemple le suivi un peu plus renforcé des patients diabétiques ou des patients avec de l'hypertension. Elle est également souvent accusée de créer des effets réverbères avec des indicateurs qui sont très bien rémunérés sur lesquels le praticien va avoir tendance à se pencher plus que sur les autres indicateurs au détriment donc d'autres prises en charge. Quant aux cotisations sociales, qui sont en grande majorité prises en charge par l'assurance maladie pour les médecins notamment du secteur 1, elles représentent un coût de 2,2 milliards d'euros en 2012 et originellement, cet acquis qu'ont les médecins aujourd'hui était censé permettre d'avoir un poids dans les négociations avec les médecins lors de la vie conventionnelle. Et aujourd'hui, d'après la Cour des comptes, finalement, ça ne remplit plus vraiment cet effet parce que c'est considéré comme un acquis qui ne bougera pas par la plupart des praticiens. Et en outre, ça n'a plus vraiment d'effet incitatif sur l'installation des professionnels. Néanmoins, si on peut critiquer certaines de ces rémunérations supplémentaires, on peut voir que ça peut avoir un intérêt quand même pour améliorer la prise en charge, mais aussi pour la prévention. Notamment les questions de personnes fragiles, les populations par exemple vieillissantes de plus de 80 ans pour lesquelles il existe un forfait, ou encore les personnes en ALD pour lesquelles il existe un forfait également. Concernant la prévention, les indicateurs ont été enrichis. Maintenant, il y a également des indicateurs, par exemple, pour le dépistage du cancer colorectal. Il y a eu également la revalorisation de certaines consultations un peu clés à certaines étapes de vie, comme par exemple la toute première consultation pour la contraception des jeunes filles, qui est revalorisée. Donc on peut voir que ça a quand même un intérêt réel et qu'il y a d'une certaine manière un pari sur le futur pour plus de prévention et une meilleure prise en charge. Concernant les dépassements d'honoraires, l'Optam, comme nous l'a dit Vincent, a pour but d'attirer plus de praticiens. Pour l'instant, moins d'un chirurgien libéral sur 4 l'a signé et moins d'un tiers des praticiens concernés potentiellement par l'offre. Et on se rend compte que dans les grandes agglomérations, c'est là que les taux de signature sont les plus faibles, alors que c'est justement là où les dépassements d'honoraires sont les plus élevés. Donc ça pose un peu question sur l'efficacité de l'ancien CAS, transformé en Optam, donc plus souple, mais est-ce que ça sera suffisant pour vraiment attirer plus de praticiens? On peut en douter. Enfin, concernant la lutte contre la désertification médicale, les moyens mis en œuvre sont vraiment réels et significatifs. Néanmoins, on se heurte toujours à un principe de base qui est la liberté d'installation. On est toujours finalement soumis à la volonté des médecins et en dépit des aides mises en œuvre, pas certain qu'il y ait beaucoup de jeunes praticiens qui aient envie de s'installer dans des zones vraiment isolées et en sous-dotés. Donc certains évoquent la possibilité de créer des quotas pour les zones rurales. Cependant, ça irait à l'encontre de ce principe de la liberté d'installation.
Ensuite, on peut se poser la question de la manière dont est réparti le financement pas le financement, mais les différents points de finance de cette convention. C'est-à-dire que rien que pour la consultation à 25 €, il y a déjà 570 millions d'euros qui seront consacrés par an, c'est l'estimation. Donc ça correspond à quasiment la moitié de la somme totale pour la convention. En revanche, l'innovation, elle, a été assez peu mise en valeur dans la convention. D'ailleurs, on retrouve le mot innovation 2 fois dans la convention. Et c'est notamment concernant finalement l'aménagement des cabinets que ce mot est utilisé et l'utilisation des logiciels compatibles notamment avec le tiers payant ou qui permettent de travailler plus efficacement avec les mutuelles et l'assurance maladie. Mais en termes d'innovation médicale à proprement parler, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On peut voir par exemple que la convention cite un projet de télémédecine avec les EHPAD qui en fait permettrait aux personnes âgées qui ont besoin d'une consultation en urgence d'avoir une téléconsultation avec un médecin généraliste au lieu de se rendre à l'hôpital, ce qui permettrait de désengorger les urgences et d'éviter de se rendre dans les hôpitaux de manière inutile. Cependant, pour l'instant, la Convention ne définit pas véritablement les modalités, ne définit pas de valeur pour cet acte. Il n'y a pas de nomenclature et renvoie à un avenant ultérieur qui devra être réalisé d'ici 2016. Surtout, c'est très circonscrit, ça ne concerne quasi exclusivement que les personnes en EHPAD. Alors que le secteur privé, lui, s'est déjà emparé de la question de la télémédecine. Par exemple, le groupe d'assurance AXA a lancé un système de plateforme qui permet des consultations soit par mail, soit par téléphone pour toutes les personnes qui sont assurées chez eux, ce qui correspond quand même à 2 millions de Français. Et il y a également le site Médecin Direct qui a fait des conventions avec différentes mutuelles pour le même type de consultation. Et d'une certaine manière, on peut voir que ça crée des inégalités dans l'accès aux soins parce que les personnes qui bénéficient de ces mutuelles ou de ces assurances vont bénéficier de ce type de services. Des services qui peuvent même aboutir à des prescriptions médicales avec une ordonnance, alors que les personnes qui n'ont pas de mutuelle ou qui n'ont pas les mutuelles concernées n'ont pas accès pour l'instant à ce genre de service. Ensuite, un des derniers points qui aurait pu être abordé par la Convention, c'est la délégation des tâches, comme le font déjà les ophtalmologistes avec des orthoptistes, ce qui permet de libérer du temps et de diminuer le temps d'attente pour recevoir des patients, ce qui permet aussi de se recentrer sur les actes les plus techniques et finalement les plus complexes. Sauf que les médecins en général sont assez réticents à ce qu'il y ait délégation des tâches, comme on a pu le voir l'an dernier, où les syndicats de médecins ont refusé que les pharmaciens puissent réaliser les vaccins contre la grippe. Donc, concernant l'innovation, une petite déception avec cette convention. Enfin, on peut se demander si cette convention, au regard du coût important, va finalement avoir aussi pour résultat un certain apaisement des relations conventionnelles et sociales entre l'assurance maladie et les médecins, et bien sûr avec les mutuelles aussi, puisque, bon, je rappelle, les mutuelles sont quand même un grand financeur aussi pour cette convention, et ils ont participé aux négociations. L'UNOCAM va décider de sa signature d'ici le 16 septembre. S'il y a refus de signature, la convention s'applique pour autant. Il paraîtrait cependant très dommageable qu'un des principaux partenaires ne signe pas. Et ensuite, concernant les syndicats de médecins, il y en a 2 qui n'ont pas signé, dont le plus important, le CSMF, ce qui paraît aussi très dommageable ensuite pour la vie conventionnelle, parce qu'ils ne peuvent plus participer ensuite durant 5 ans à la vie conventionnelle, alors que celle-ci est importante pour le suivi et l'application concrète de la convention, notamment pour tout ce qui est maîtrise médicalisée. Ainsi, on peut voir que cette convention a de grandes ambitions. Renforcer l'égalité de l'accès aux soins, permettre de limiter les dépassements d'honoraires, aussi satisfaire les médecins dans leurs revendications en leur offrant une rémunération et des possibilités d'installation plus attractives. Cependant, elle reste encore complexe en termes du fonctionnement des rémunérations malgré la fusion de certains des dispositifs. Et en outre, il paraît quand même très dommageable que l'innovation soit aussi peu mise en avant pour une médecine moderne du XXIe siècle. Voilà. Merci pour votre écoute. Nous attendons vos questions.